Prenez votre temps, détendez-vous, enlevez vos chaussures. Des paroles innocentes lors d'une fête ou quelque chose de plus sinistre, c'est ce qu'un tribunal de Manhattan tente de déterminer en ce moment même. Il semblerait que la pièce où la vidéo a été filmée n'était pas seulement un lieu de fête, mais quelque chose de tout à fait différent. Décortiquons ce que les autorités fédérales appellent les coups d'éclat et les images troublantes qui sont maintenant montrées au jury. À l'intérieur des preuves et des allégations de flippage. Bon, entrons dans le vif du sujet, à savoir ce qu'étaient exactement ces pétages de plomb et pourquoi ils sont si importants dans l'affaire contre Diddy. Selon les déclarations préliminaires de l'accusation, le 12 mai 2025, ces coups d'éclat n'étaient pas des coups de théâtre ordinaires. Il s'agissait de performances sexuelles orchestrées qui duraient des jours entiers. L'assistante du procureur Emily Johnson n'a pas mâché ses mots au tribunal lorsqu'elle a déclaré « Vous verrez des vidéos de certains des freak-offs, des vidéos que l'accusé a utilisées pour faire chanter Cassie et Jane. Ce sont de lourdes accusations, sans aucun doute. L'accusation donne des détails incroyables sur ces événements. Et s'ils sont vrais, ils sont tout à fait troublants. Ils affirment qu'il ne s'agissait pas de simples rencontres au hasard, mais d'affaires très élaborées, tenues dans des chambres d'hôtel spécialement aménagées à cet effet, approvisionnées en drogues telles que la kétamine, l'huile pour bébé et les lubrifiants. Les chambres étaient prétendument éclairées pour filmer, comme un studio de production, créant un environnement où les participants étaient exhibés pour le divertissement de Diddy, et, selon les procureurs, pour qu'ils puissent faire chanter les gens. Il s'agit là d'un véritable jeu de pouvoir, si l'on y réfléchit bien. Selon les documents du tribunal, ces pétages de plomb ont impliqué de nombreux travailleurs du sexe et individus qui, selon les procureurs, ont été contraints de participer à l'opération. L'accusation affirme que les participants étaient souvent sous l'emprise de la pilule X, plus précisément de l'ecstasy, qui leur aurait été administrée pour les rendre plus dociles et leur faire des choses qu'ils ne feraient pas en temps normal. Pour reprendre les termes du procureur lors des déclarations préliminaires, les victimes ont été amenées à se donner en spectacle, sous l'effet de l'ecstasy, tout en faisant semblant de s'amuser. Il s'agit là d'un signal d'alarme majeur, si l'on s'en tient au chiffre 100. Mais qu'est-ce qui, dans cette salle de rituel, a fait parler tout le monde? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'expression « salle de rituel » ne figure pas dans les documents officiels du procès, ni dans les articles de presse concernant l'affaire. Il semble que ce nom soit apparu dans les conversations publiques sur les lieux où se sont déroulés ces pétages de plomb, en particulier dans les rues des médias sociaux et dans les commentaires sur YouTube. La mise en place de ces prétendus pétages de plomb donne cependant une impression de rituel, si l'on y réfléchit bien. La préparation, des fournitures spécifiques, l'éclairage pour le tournage, tout cela indique que quelque chose a été fait encore et encore, comme un rituel. Vous vous souvenez de la descente dans le manoir de Diddy à Los Angeles dont j'ai parlé plus haut? Le fait que les fédéraux aient trouvé plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé n'est pas une coïncidence. Cela suggère une préparation sérieuse et une répétition qui pourrait définitivement être considérée comme un rituel. Qui a besoin d'autant de flacons d'huile pour bébé à moins de planifier quelque chose de spécifique régulièrement? Faites en sorte que cela ait du sens. Parlons maintenant des vidéos elles-mêmes, qui ont fait trembler tout le monde dans la salle d'audience. Ces vidéos sont tellement sauvages et potentiellement préjudiciables que les procureurs se sont battus pour qu'elles soient interdites au public. Selon les rapports, ces vidéos montrent les pétages de plomb en cours, capturant ce que les procureurs disent être des performances sexuelles forcées avec des personnes qui ne voulaient pas être là, mais qui sentaient qu'elles n'avaient pas le choix. L'accusation affirme que ces vidéos ont été utilisées comme moyen de chantage pour que les victimes se taisent et fassent ce que Diddy voulait. Le procureur adjoint Johnson a déclaré au tribunal que les vidéos avaient été utilisées pour faire chanter Cassie et Jane. Jane étant un faux nom pour l'une des victimes présumées afin de protéger son identité. Vous me suivez? C'est ce type de situation de pouvoir et de contrôle que les agresseurs utilisent. L'équipe de défense de Diddy, quant à elle, présente une version complètement différente de ces mêmes vidéos. Ils affirment que les vidéos montrent des activités consensuelles entre adultes, dans le cadre de ce qu'ils décrivent comme un style de vie échangiste. Cela crée un conflit majeur dans le procès. Ce que nous voyons est-il la preuve d'un trafic sexuel et du fait que des personnes sont forcées de faire des choses? Ou s'agit-il simplement de personnes adultes qui font ce qu'elles veulent faire derrière des portes closes? Il s'agit de deux récits complètement différents. L'équipe juridique de Diddy est même allée jusqu'à affirmer que ces vidéos prouvaient son innocence plutôt que sa culpabilité. Selon eux, les vidéos montrent des participants volontaires et non des victimes. Cette différence frappante dans la façon dont les gens regardent la même preuve sera ce qui fera ou défait cette affaire lorsque le jury devra décider ce qui est quoi. Pour comprendre pourquoi ces vidéos sont si importantes, il faut se pencher sur l'ensemble des faits reprochés à Diddy. L'accusation prétend que Diddy dirigeait toute une entreprise qui utilisait la force, les menaces et la coercition pour faire participer les victimes à des actes sexuels commerciaux.
Les vidéos présentées comme preuve de cette coercition et de cette exploitation sont comme des reçus qui ne peuvent être niés. Mais il ne s'agit pas seulement de quelques vidéos, il s'agit de tout l'environnement dans lequel ces pétages de plomb se seraient déroulés. De nombreux témoins et victimes présumées ont décrit un schéma de manipulation, de menaces et de violence qui a créé une atmosphère de peur et de contrôle. Les vidéos, selon les procureurs, ne sont qu'une pièce du puzzle dans ce système d'exploitation plus vaste que Diddy aurait mis en place autour de lui. Permettez-moi de détailler les accusations spécifiques liées à ces pétages de plomb et aux vidéos pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Les procureurs affirment que Diddy a forcé des personnes à se livrer à des actes sexuels commerciaux en recourant à la force, à la fraude ou à la coercition. Ils affirment que les vidéos montrent ces performances forcées, auxquelles les personnes ne voulaient pas vraiment participer. L'accusation affirme que Diddy a dirigé une entreprise qui s'est livrée à des activités de racket, notamment le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice. En clair, il dirigeait une organisation criminelle, et pas seulement un label de musique. Les freak-offs sont présentés comme faisant partie d'une opération criminelle plus importante. Diddy est accusé d'avoir fait franchir les frontières d'un État à des personnes à des fins de prostitution. Ils affirment que les participants aux freak-offs étaient parfois transportés spécifiquement pour ces événements, franchissant les frontières de l'État, ce qui en fait un délit fédéral. Je sais que certains d'entre vous se disent, si ce désordre s'est produit pendant des années lors des réceptions de Diddy, pourquoi n'en entendons-nous parler que maintenant, avec tous ces détails? L'accusation répond à cette question en alléguant que Diddy a fait taire tout le monde par des menaces, de la violence et du chantage. Ils affirment que les vidéos ont joué un rôle clé dans ce système de contrôle, du type « si tu parles, cette vidéo devient publique ». Voyons ce que certains témoins et victimes présumées ont dit à propos de ces pétages de plomb et de toute l'ambiance qui les entoure. Cassie Ventura, dans son procès, affirme que Diddy l'a forcé à s'envoyer en l'air avec des travailleurs du sexe pendant qu'il regardait, filmait et s'occupait de ses affaires. Elle affirme que ces rencontres étaient toutes organisées et contrôlées par Diddy, et qu'elle était généralement défoncée lors de ces événements, ce qui n'était pas un choix de sa part. Un autre individu, Jonathan Odie, a affirmé avoir eu des relations avec Cassie pendant que Diddy faisait son truc à côté, se droguait. Et plus tard, Odie a attrapé l'herpès à la suite de cette rencontre. Ces allégations sont directement liées à ce que les procureurs appellent aujourd'hui des coups d'éclat. Adria English, qui était danseuse de gogo, affirme dans son procès qu'on lui a administré des drogues et qu'on l'a forcée à se livrer à des actes sexuels avec des invités lors des white parties. Ce modèle de comportement présumé correspond à ce que les procureurs présentent aujourd'hui au tribunal. Tom Swoop a affirmé dans une vidéo sur YouTube qu'il y avait des humiliations sexuelles pour de l'argent ou des contrats d'enregistrement lors de ces réunions, y compris un incident où Diddy aurait demandé à une pop star masculine d'accomplir un acte sexuel sur un garde du corps en guise de plaisanterie. Ces allégations suggèrent que Diddy utilisait le sexe et l'humiliation pour contrôler les gens et montrer son pouvoir. Si c'est vrai, c'est vraiment tordu. L'une des parties les plus difficiles de toute cette situation vient des victimes présumées. Une femme qui a intenté une action en justice contre Diddy a parlé du traumatisme durable qu'elle a subi. Elle a ajouté qu'elle était soulagée que Diddy soit enfermé, mais que ce n'était que temporaire. L'accusation construit l'histoire d'un homme qui a utilisé son statut, son argent et son influence pour créer un environnement dans lequel il pouvait exploiter les gens sans qu'ils ne puissent rien faire. Les pétages de plomb ne sont pas présentés comme des événements ponctuels, mais comme faisant partie d'un ensemble de comportements s'étalant sur 2 décennies. 20 ans de ce comportement présumé, c'est fou à imaginer. Il faut rester réaliste et se rappeler qu'il s'agit d'allégations qui n'ont pas encore été prouvées au tribunal. Diddy a toujours nié tout ce qu'on lui reproche, et son équipe de défense se bat avec acharnement contre la version de l'accusation. Le procès ne fait que commencer, et il y aura encore beaucoup de preuves avant que nous ne connaissions le verdict final. Mais ces vidéos, qu'on les appelle vidéos de la salle de rituel, ou vidéos des coups de folie, vont certainement constituer la preuve clé qui pourrait faire avancer ou reculer cette affaire. Le fait que les procureurs se soient battus avec tant d'acharnement pour que ces vidéos ne soient pas accessibles au public montre à quel point elles sont probablement sauvages et sensibles. Une chose est sûre cependant, cette affaire va changer à jamais notre perception de l'une des plus grandes icônes du hip-hop, quelle qu'en soit l'issue. La culture suit ce procès de près, et quoi qu'il arrive, rien ne sera plus pareil après que tout cela aura été révélé. Le jeu change quand la saleté sort. Vous comprenez? La vie sauvage des fêtes de Diddy. Maintenant que nous savons de quoi il s'agit, rembobinons la bande et voyons comment nous en sommes arrivés là. Comment Sean Diddy Combs, l'homme qui donnait envie à tout le monde de faire partie de Bad Boy, s'est-il retrouvé dans cette situation, confronté à des accusations qui pourraient le conduire en prison?
Sean Diddy Combs n'était pas seulement connu pour sa musique et ses coups d'affaires. Il était légendaire pour avoir organisé les soirées les plus exclusives du monde du spectacle. Ses fêtes, en particulier ses white parties dans les Hamptons et à Miami, étaient les invitations les plus difficiles à obtenir dans l'univers des célébrités. Si vous receviez un message vous invitant à vous rendre à une soirée organisée par Diddy, vous saviez que vous faisiez officiellement partie du cercle. Nous parlons de célébrités de premier plan, d'Ace of Spades qui coule à flot et d'une atmosphère de luxe pur que la plupart des gens ne voient que dans les films et les vidéos musicales. Mais d'après toutes ces recherches et de nombreux témoignages, il ne s'agissait pas d'un simple rendez-vous avec des célébrités. Derrière tout ce glamour et ces tenues blanches, il y aurait eu quelque chose de bien plus sombre après les heures de travail. Les recherches montrent que les soirées organisées par Diddy étaient souvent marquées par une forte consommation de drogue, notamment de cocaïne, d'ecstasy, de kétamine et de GHB, et que certaines personnes auraient été contraintes à des situations sexuelles qu'elles n'avaient pas acceptées. L'ambiance de ces soirées changeait radicalement au fur et à mesure que la nuit avançait. Regardons quelques images d'une soirée du Nouvel An 2010 qui a récemment fait l'objet d'un regain d'intérêt. Dans cette vidéo, Diddy fait une prière avant que tout le monde ne commence à faire la fête, entouré de célébrités en folie. Dans cette même séquence, Diddy crie plusieurs artistes majeurs qui se trouvaient dans le bâtiment. Il ne cesse de citer des noms de célébrités qui étaient présentes. À première vue, il ne s'agit que d'une autre fête de stars, n'est-ce pas? Mais selon plusieurs personnes présentes et diverses sources, l'atmosphère de ces fêtes changeait souvent après certaines heures, en particulier après 2 heures du matin, lorsque les gens commençaient à se droguer davantage et que les activités sexuelles devenaient plus ouvertes. L'expression « 5 heures du matin » est devenue significative lorsque les gens parlent de ces fêtes, marquant le moment où les choses auraient pris une tournure plus sombre. Si vous étiez encore là à 5 heures du matin, c'est que vous aviez assisté à un tout autre type de fête. D'après de nombreux témoignages recueillis par des chercheurs, les soirées avaient différents niveaux d'accès, les activités les plus folles se déroulant dans des zones privées ou des arrière-salles auxquelles tout le monde n'avait pas accès. Je ne dis pas que toutes les personnes qui se sont présentées à une fête de Diddy étaient impliquées dans ces activités présumées ou qu'elles étaient même au courant. De nombreux invités sont probablement venus pour les célébrations habituelles, les opportunités de réseautage et l'influence de pouvoir dire qu'ils étaient à un événement de Diddy, et ont rebondi avant que les choses ne deviennent folles dans les arrière-salles. Un ancien trafiquant de drogue cité par New York Post a affirmé que les invités aux fêtes de Diddy dans les Hamptons étaient sous l'emprise de la kétamine et du GHB, et qu'il avait vu des célébrités s'envoyer en l'air dans des chambres à coucher à l'arrière du sanctuaire intérieur. Une autre personne, Tom Swoop, a affirmé dans une vidéo sur YouTube qu'il y avait des humiliations sexuelles pour de l'argent ou des contrats d'enregistrement lors de ces réunions. Tout cela commence à donner une image de ce qui se passe derrière les portes closes. L'une des histoires les plus troublantes est peut-être celle de Justin Litowski, qui a déclaré avoir participé à une fête chez Diddy alors qu'il n'avait que 6 ans et avoir vu beaucoup d'herbes et des femmes aux seins nus dans la piscine. Si c'est vrai, c'est plus que problématique. C'est carrément une erreur à tous les niveaux, de faire participer un jeune enfant à une fête d'adultes dans ce type d'environnement. Qui amène un enfant de 6 ans à une telle fête? Faites en sorte que cela ait du sens. Nous ne pouvons pas parler de ces fêtes sans approfondir le concept de freak-offs, qui est au cœur de la situation juridique actuelle de Diddy. Mais de quoi s'agit-il exactement? Selon les procureurs, les freak-offs étaient décrits comme des spectacles sexuels d'une durée de plusieurs jours impliquant des travailleurs du sexe et des participants qui auraient été contraints, souvent sous l'influence de drogue. Il ne s'agissait pas de simples rencontres au hasard des fêtes, mais d'événements soigneusement planifiés et produits, parfois enregistrés à l'insu des participants ou sans leur consentement. Usher, qui a vécu avec Diddy lorsqu'il était adolescent, vers l'âge de 15 ans, a laissé échapper quelques informations sur ce dont il a été témoin à cette époque. Et il est incroyable de penser qu'un enfant de cet âge puisse se trouver dans un tel environnement. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 2004, il a décrit avoir été initié au sexe dans la maison de Diddy, disant que les choses étaient assez sauvages et qu'il avait été témoin d'orgies. Des années plus tard, en 2016, Usher a déclaré que l'expérience était si intense qu'il n'enverrait pas ses propres enfants vivre avec Diddy. Cela vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Quand quelqu'un qui a vécu quelque chose de première main dit qu'il ne laisserait pas ses propres enfants vivre la même chose, vous savez que ce n'était pas bien. Mais cette histoire ne se résume pas à quelques soirées endiablées. Ce qui a finalement conduit Diddy à faire face à ces graves accusations, c'est le modèle de comportement présumé qui, selon les procureurs, relève du trafic sexuel et du racket, des infractions fédérales graves qui entraînent des peines lourdes. L'acte d'accusation contre Diddy
allègue qu'entre 2004 et 2024, soit 2 décennies d'activité criminelle présumée, il a orchestré des performances sexuelles élaborées et produites, connues sous le nom de freak-offs, qui impliquaient une forte consommation de drogue et des activités sexuelles forcées. L'affaire a vraiment commencé à prendre de l'ampleur après que l'ex de Diddy, Cassie Ventura, a intenté un procès contre lui en novembre 2023, affirmant avoir subi des années d'abus, notamment en la forçant à participer à ces freak-offs avec des travailleurs du sexe masculin. Le procès a été réglé très rapidement, en l'espace d'une journée, mais il a ouvert la voie à d'autres accusations et enquêtes. Ce règlement rapide a semblé suspect à beaucoup de gens, comme s'il essayait de mettre un terme à l'affaire avant que d'autres détails ne soient révélés. Puis, en mars 2024, les autorités fédérales n'ont pas hésité à perquisitionner les résidences de Diddy à Los Angeles et à Miami, où elles auraient trouvé des fournitures pour ces événements, dont plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé. 1000 bouteilles. Ce n'est pas quelque chose que l'on achète pour un usage normal, un point c'est tout. Avec ces perquisitions, les autorités fédérales ont clairement fait savoir qu'elles disposaient de suffisamment de preuves pour agir, et ce n'était que le début. Le 16 septembre 2024, Diddy est arrêté à New York et accusé de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, et de transport à des fins de prostitution. Ces accusations ont été élargies en mars 2025 pour inclure des accusations de travail forcé. S'il est condamné pour les seules accusations de trafic sexuel, Diddy risque un minimum de 15 ans de prison et jusqu'à la perpétuité. Nous parlons d'un homme qui était au sommet du monde et qui pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Aux yeux des procureurs, ces pétages de plomb étaient particulièrement problématiques en raison de la coercition et de la manipulation dont ils auraient fait l'objet. Selon les documents juridiques, Diddy est accusé d'avoir eu recours aux menaces, à la violence et au chantage pour forcer les gens à participer et à garder le silence sur ce qui s'est passé. Les enregistrements de ces événements, qui selon les procureurs, ont parfois été réalisés sans le consentement des personnes concernées, auraient servi d'outil de contrôle, du type « si tu parles, cette vidéo sera rendue publique ». Il est important de noter que Diddy a toujours nié tout ce dont on l'accuse. Son équipe juridique a maintenu que toutes les activités sexuelles étaient consensuelles entre adultes qui savaient ce qu'ils faisaient. Diddy a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation et a refusé un accord au début du mois de mai 2025, choisissant plutôt de tenter sa chance au procès. Il s'agit soit d'une confiance suprême en son innocence, soit d'un pari majeur, selon le point de vue que l'on adopte. La progression de ces somptueuses fêtes blanches jusqu'aux accusations fédérales de trafic sexuel nous rappelle brutalement que les apparences peuvent être trompeuses. Ce qui semblait être l'incarnation de la réussite et de l'excès de l'extérieur pouvait cacher quelque chose de bien plus sombre sous la surface. Au fur et à mesure que le procès se déroule, nous avons un rare aperçu de ce qui se cache derrière cette façade soigneusement entretenue, et ce qui s'y trouve prétendument n'est pas beau à voir. Le procès, la controverse et l'impact culturel. Venons-en maintenant au procès lui-même, qui se déroule actuellement et qui tient en haleine tout le monde du spectacle. Le procès de Sean Diddy Combs a officiellement débuté le 5 mai 2025 avec la sélection du jury au tribunal fédéral de Manhattan. Il n'est pas facile de trouver des jurés qui n'ont pas déjà fait leur choix dans une affaire comme celle-ci. Nous parlons ici de l'un des visages les plus connus de la musique, accusé de certains des crimes les plus graves auxquels vous pouvez être confronté. Au cours de la première journée de sélection du jury, Diddy lui-même aurait dit au juge « Je suis un peu nerveux », montrant un rare moment de vulnérabilité de la part d'un homme qui s'est toujours présenté comme intouchable. En réalité, il devrait être nerveux, car les accusations dont il fait l'objet pourraient l'amener à regarder les murs de la prison jusqu'à la fin de ses jours. Il ne s'agit pas d'une situation où l'on se tape sur les doigts, mais d'une situation qui changera sa vie, quelle qu'en soit l'issue. Après une semaine de sélection du jury, un panel de 12 jurés et 6 suppléants a finalement été constitué, et les déclarations préliminaires ont commencé le 12 mai 2025. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment juteuses, car les deux parties ont exposé leur version concurrente sur ce que les preuves montrent réellement et sur ce qui s'est vraiment passé lors de ces prétendus pétages de plomb. L'assistante du procureur Emily Johnson a frappé fort dans sa déclaration d'ouverture, en s'attaquant directement aux vidéos des pétages de plomb qui allaient être montrées au jury. Elle n'a pas tourné autour du pot, déclarant que ces vidéos montrent les victimes en train de se donner en spectacle, sous l'emprise de l'extasie, tout en faisant semblant de s'amuser. Madame Johnson a insisté sur le fait que ces vidéos étaient utilisées comme des outils de contrôle et de chantage pour que les victimes restent dans le droit chemin et fassent ce que Diddy voulait. L'affaire ne se limite pas à Diddy. Selon un avocat représentant plusieurs victimes présumées, d'autres grands noms sont impliqués et n'ont pas encore été identifiés. L'avocat a lâché cette bombe. L'accusation a dépeint Diddy comme un prédateur qui a utilisé sa position pour créer tout un système d'exploitation.
Selon eux, l'opération de Didi ne se limitait pas au trafic sexuel, mais impliquait également le travail forcé, l'enlèvement et l'obstruction à la justice, créant ainsi un modèle d'activité criminelle sur 2 décennies. C'est toute une entreprise criminelle qui l'accuse d'avoir dirigé, et pas seulement quelques incidents ponctuels. L'équipe de défense de Didi, dirigée par l'avocat Marc Agnifilo, a répliqué avec un point de vue complètement différent. Selon eux, les vidéos montrent des activités consensuelles entre adultes dans le cadre d'un mode de vie échangiste. M. Agnifilo a déclaré que Didi était poursuivi pour ses choix de vie plutôt que pour des crimes réels, jouant la carte de l'incompréhension de notre culture. La défense est allée encore plus loin, affirmant que ces vidéos prouvent en fait l'innocence de Didi plutôt que sa culpabilité, suggérant qu'elles montrent des participants volontaires plutôt que des victimes contraintes. Cette différence flagrante dans l'interprétation d'une même preuve constitue le principal conflit du procès, et il s'agira de savoir quelle histoire le jury croira. Parlons maintenant de cette salle de rituel, qui a fait couler beaucoup d'encre. Comme nous l'avons indiqué précédemment, ce terme ne figure pas dans les documents officiels du tribunal, mais il est devenu une façon pour les internautes de décrire les lieux où se seraient déroulés ces pétages de plomb. La descente dans le manoir de Didi à Los Angeles en mars 2024, où l'on a trouvé des fournitures telles que plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé, suggère que ces événements étaient préparés et potentiellement ritualisés. Ce n'est pas quelque chose dont on a besoin pour des rencontres décontractées, c'est certain. Le procès devrait durer plusieurs semaines. De nombreux témoins venant témoigner de leurs expériences avec Didi et de ses prétendus pétages de plomb. La première semaine de déposition devrait comprendre 2 témoins brefs, suivis d'un 3e, dont le témoignage sera plus approfondi. Au fur et à mesure que le procès se poursuit, nous apprendrons probablement des détails plus explicites sur ce que ces vidéos montrent réellement et sur la manière dont elles sont liées aux allégations plus importantes. L'un des aspects les plus surprenants de ce procès est la manière dont il est accueilli par le public et l'industrie du divertissement dans son ensemble. L'affaire a suscité une attention massive de la part des médias qui ont fourni des chronologies des principaux événements et allégations. Les médias sociaux se sont déchaînés en spéculant sur d'autres célébrités qui auraient pu être impliquées, bien qu'aucun nom spécifique ne fasse partie du procès lui-même, du moins pas encore. Vous savez que les détectives de Twitter et de TikTok ont fait des heures supplémentaires pour essayer de découvrir qui d'autre aurait pu être présent à ces fêtes. Les implications de ce procès vont bien au-delà de Didi lui-même. Il est considéré comme un test visant à déterminer si le pouvoir et la richesse peuvent permettre des décennies d'abus sans conséquences, comme le suggère le reportage de ABC 7 New York. L'issue de ce procès pourrait ébranler l'ensemble de l'industrie du divertissement et inciter d'autres personnes à porter plainte contre d'autres personnalités influentes. Il pourrait ne s'agir que de la partie émergée de l'iceberg, pour de vrai. Il y a aussi la question de toutes les poursuites civiles potentielles qui pourraient suivre après la fin du procès pénal. Selon CNN, que Didi soit condamné ou non dans l'affaire pénale, il pourrait faire l'objet de nombreuses poursuites civiles de la part de victimes présumées, réclamant des dommages-intérêts. Ces poursuites civiles pourraient mettre en lumière encore plus de détails sur les prétendus pétages de plomb et sur la façon dont ils ont affecté les personnes qui y ont participé, volontairement ou non. Il convient de noter que Didi a refusé un accord de plaidoyer au début du mois de mai 2025, choisissant plutôt d'aller jusqu'au procès et de maintenir son innocence. Cette décision montre qu'il croit vraiment qu'il peut vaincre ces accusations, ou qu'il joue gros. Mais cela signifie aussi que toutes les preuves, y compris les vidéos explicites, seront présentées au tribunal, même si le public n'a pas la possibilité de les voir directement. La controverse autour de ce procès va bien au-delà de l'aspect juridique. Elle touche à des questions plus vastes de pouvoir, de consentement et de responsabilité dans l'industrie du divertissement, qui posent problème depuis des décennies. NPR a recueilli les commentaires d'un cadre de l'industrie musicale qui a expliqué comment le cas de Didi reflète des problèmes systémiques plus larges dans l'industrie musicale, où les déséquilibres de pouvoir peuvent permettre l'exploitation sans conséquence. Ce procès met en lumière des conversations qui sont nécessaires dans l'industrie depuis longtemps. Cette affaire comporte également une dimension culturelle que l'on ne peut ignorer. Didi n'était pas un rappeur ou un producteur comme les autres. C'était une icône culturelle qui a contribué à façonner le hip-hop et le divertissement grand public pendant des décennies. Ses soirées lançaient des tendances, son style de vie était celui auquel tout le monde aspirait. Sa signature pouvait faire des carrières. Les accusations portées contre lui nous obligent à réévaluer cet héritage et ce qu'il représente. Tout cela a-t-il été construit sur l'exploitation? Le succès que nous avons célébré s'est-il fait aux dépens des victimes? Ce sont des questions qui mettent mal à l'aise, mais qui doivent être posées. Certains médias ont même suggéré des liens entre l'affaire Didi et des conspirations plus larges dans le monde du spectacle et de la politique, bien qu'il ne s'agisse que de théories sans preuves solides.
Ce qui est indéniable, c'est que ce procès est devenu le point de convergence de discussion sur le pouvoir, l'exploitation et la responsabilité dans l'industrie du divertissement. Et ces conversations étaient attendues depuis longtemps. L'impact sur l'empire commercial de Diddy a déjà été considérable, avec des partenaires qui prennent leur distance et des contrats qui tombent à l'eau. Mais le coût humain, les victimes présumées et leurs expériences est ce qui devrait vraiment être au centre de ces discussions. Leurs histoires, si elles sont avérées, représentent une profonde trahison, non seulement de la part de Diddy, mais aussi de la part d'un secteur qui a peut-être laissé passer ou ignoré des signes avant-coureurs pendant des années. Au fur et à mesure que le procès se déroulera dans les semaines à venir, nous continuerons à suivre les preuves et les témoignages, cherchant à comprendre la vérité qui se cache derrière ces allégations choquantes. La culture nous regarde, le monde nous regarde, et l'histoire est en train de s'écrire, quelle que soit l'issue du procès. Cette histoire est loin d'être terminée, et ses conséquences se feront sentir pendant des années. C'est plus que Diddy, plus que le hip-hop même, c'est une question de pouvoir, de responsabilité, et de ce que nous, en tant que société, allons tolérer de la part de ceux qui sont en haut de l'échelle. Pas de plafond. Quelle est la prochaine étape pour Diddy? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, nous voulons les entendre. Et d'après la façon dont Diddy a réagi au tribunal, même lui le sait. Il paraît que juste après la présentation de nouvelles preuves au tribunal, Diddy a commencé à paniquer. On dit qu'il a regardé le juge dans les yeux et a dit qu'il était un peu nerveux. Si vous connaissez Diddy, vous savez qu'il a de l'envergure. Mais cette fois, sa portée n'est pas atteinte. Et cette nouvelle preuve, elle est sur le point de faire exploser toute l'affaire. Voyons cela en détail. Les allégations et le coup d'envoi du drame. Puff Daddy, P. Diddy, Love, quel que soit le nom sous lequel vous le connaissez, ce magnate de la musique qui dirige le jeu depuis des décennies est aujourd'hui confronté à la plus grande bataille de sa vie, et ce n'est pas dans le classement Billboard. Le procès, qui a débuté par la sélection du jury le 5 mai 2025 dans le centre de Manhattan, a déjà fait exploser les médias sociaux avec toutes sortes de réactions. Mais avant d'aborder le dernier thé qui a fait trembler tout le monde, revenons en arrière et comprenons exactement de quoi Brother Love est accusé, comment nous en sommes arrivés là, et quels sont les enjeux de cette affaire très médiatisée qui pourrait potentiellement le faire enfermer à vie. Pas de plafond. Diddy a été arrêté par les autorités fédérales le 16 septembre 2024, à la suite d'une mise en accusation par un grand jury. Depuis ce jour, il est incarcéré au Brooklyn Metropolitan Detention Center, sans possibilité de libération sous caution. Le juge n'a pas voulu entendre parler d'une remise en liberté, invoquant les risques de subornation de témoins, ses problèmes de colère et ses antécédents en matière de toxicomanie. Cette détention provisoire dure depuis plus de 7 mois maintenant, et ses avocats se sont battus comme des fous pour le faire sortir. Mais le juge n'a pas bougé. Les charges retenues contre Diddy ne sont pas une plaisanterie. Il est accusé de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, de racket et de transport à des fins de prostitution. Ce ne sont pas des accusations mineures. Le trafic sexuel et le racket à eux seuls pourraient l'amener à manger de la nourriture de prison pour le reste de sa vie si le jury le déclare coupable. Les procureurs affirment que Diddy a dirigé une entreprise criminelle de 2008 à aujourd'hui, impliquant le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice. La partie la plus folle de ces allégations est ce que les procureurs appellent les freak-offs. En gros, ils disent que Diddy organisait des performances sexuelles délirantes qu'il dirigeait, regardait et enregistrait. De nouveaux actes d'accusation ont été déposés avec des accusations encore plus délirantes, ajoutant des allégations de travail forcé, faisant travailler des employés pendant des heures folles sous la menace et des actes de violence spécifiques. En janvier 2025, un nouvel acte d'accusation a ajouté des détails sur le fait de forcer des personnes à se livrer à des actes sexuels commerciaux et sur des abus spécifiques, tels que jeter, frapper, étouffer et même faire pendre quelqu'un par-dessus un balcon. Toutes ces allégations dressent le portrait d'un homme qui aurait utilisé son pouvoir de la pire des façons. Mais le drame juridique ne s'arrête pas aux accusations criminelles. L'homme fait également l'objet de plus de 60 poursuites civiles pour agression sexuelle, harcèlement, viol et autres comportements répréhensibles. Ces affaires concernent des personnes de tous horizons, les allégations remontant au début des années 90. L'affaire civile qui a fait couler le plus d'encre concerne Cassie Ventura, l'ex de Diddy. Elle l'a accusé de violence, d'abus sexuels, de viol et d'avoir forcé des femmes à se livrer à ses freak-offs dans une action en justice intentée en novembre 2023. Cette affaire a été réglée pour un montant non divulgué, mais elle a rebondi lorsque CNN a diffusé des images de surveillance datant du 5 mars 2016, montrant Diddy en train d'agresser physiquement Ventura à l'hôtel Intercontinental de Los Angeles.
Cette vidéo a ensuite été mentionnée dans l'acte d'accusation fédérale, dans lequel Diddy aurait tenté de payer le personnel de l'hôtel pour rester discret. Le 25 avril 2025, lors d'une audience préliminaire, un juge a décidé que cette vidéo de 2016 pouvait être utilisée comme preuve, même si les avocats de Diddy ont essayé de dire qu'elle avait été éditée. C'est une grande victoire pour l'accusation, car cela lui permet de montrer au jury des preuves visuelles sérieuses de la violence présumée de Diddy. La liste des accusateurs ne cesse de s'allonger, avec des allégations allant de la drogue à l'agression, en passant par les rapports sexuels forcés. Joy Dickerson Neal a allégué avoir été drogué et agressé en 1991 et avoir distribué des vidéos. Liza Gardner affirme avoir été violée à l'âge de 16 ans et avoir subi des violences par la suite. Rodney Jones Jr. a accusé Diddy d'avoir eu des contacts sexuels non désirés et de l'avoir forcé à se prostituer. Crystal McKinney a déclaré avoir été droguée et forcée à avoir des rapports sexuels oraux en 2003. La liste est longue, chaque accusation venant s'ajouter à la montagne de preuves contre Diddy. Alors que ces allégations s'accumulaient, les autorités fédérales n'ont pas perdu la main. Le 25 mars 2024, des agents fédéraux ont fait une descente dans les maisons de Diddy à Los Angeles, New York et Miami, saisissant des ordinateurs, de la drogue, notamment de la kétamine, de l'ecstasy et du GHB, 3 AR-15 modifiés illégalement et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant. Ces perquisitions ont permis de recueillir des preuves concrètes qui ont joué un rôle clé dans la constitution du dossier contre Diddy. Tout au long de cette affaire, Diddy a maintenu son innocence et a plaidé non coupable. Il a renoncé à plaider coupable le 1er mai 2025, préférant tenter sa chance au procès. Son équipe de défense affirme que toutes les relations sexuelles étaient consensuelles et que les preuves contre lui, comme la vidéo de 2016, ont été falsifiées. Aujourd'hui, alors que le procès avance, l'accusation prévoit d'appeler des témoins fous, dont Cassie Ventura, pour qu'ils témoignent de leurs expériences avec Diddy. Le procès devrait durer au moins 8 semaines et les déclarations préliminaires devraient être prononcées le 12 mai 2025. Le processus de sélection du jury a été compliqué, compte tenu de la célébrité de Diddy et de toute la couverture médiatique dont cette affaire a fait l'objet. Le juge Arun Subramanian s'est efforcé de réduire le nombre de jurés potentiels, plus de 600, afin de trouver des personnes capables d'examiner l'affaire, sans parti pris. Un moment intéressant pendant la sélection du jury. À un moment donné, Diddy a demandé à aller aux toilettes, disant au juge qu'il était un peu nerveux. Ce petit moment nous a donné un aperçu de ce que ressentait Diddy face à ces graves allégations. Alors que le processus de sélection du jury touche à sa fin, l'accusation a connu un certain drame. Elle a du mal à retrouver l'un de ses témoins clés, la victime 3. Ce témoin était censé fournir un témoignage crucial pour étayer le dossier de l'accusation, mais celle-ci n'arrive pas à la localiser malgré ses efforts. La disparition d'un témoin amène les gens à se demander si le dossier de l'accusation n'est pas en train de s'effondrer ou si d'autres facteurs ne sont pas en jeu, comme l'intimidation ou le fait que quelqu'un ait été payé pour rester dans l'ombre. Il s'agit d'un développement majeur qui pourrait changer la façon dont ce procès se déroule. La vie de Diddy derrière les barreaux, alors que de nouvelles preuves tombent. Pendant que tout ce drame judiciaire se déroule, Diddy vit une toute autre réalité derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center, MDC de Brooklyn. Le temps qu'il y a passé, plus de 7 mois maintenant, nous a montré comment une célébrité de son calibre gère la vie carcérale. Le Metropolitan Detention Center est connu pour être une véritable poubelle où les conditions de détention sont épouvantables. Après l'incarcération de Diddy, son avocat Mark Agnifilo a immédiatement commencé à se plaindre de l'établissement, soulignant la violence, les conditions épouvantables, la surpopulation et les problèmes de personnel. Les statistiques ne mentent pas. 2 détenus ont été assassinés au MDC depuis juin, au moins 4 détenus ont perdu la vie au cours des 3 dernières années et 6 membres du personnel ont été inculpés au cours des 5 dernières années. Malgré ces conditions difficiles, il semblerait que Diddy ait réussi à se maintenir à l'aise dans l'établissement. Il a d'abord été placé dans l'unité d'hébergement sécurisé, SHU, pour sa protection, mais il a depuis été transféré dans la population générale. Selon certaines informations, il s'est lié d'amitié avec d'autres détenus qui l'ont aidé à accomplir diverses tâches. D. Wayne Hendricks, ancien directeur adjoint du Metropolitan Detention Center, a expliqué que ce type de traitement spécial n'est pas inhabituel pour les détenus célèbres. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi d'autres détenus s'adressaient ainsi à Diddy, le Dr Hendricks a suggéré que c'était peut-être à cause de son influence et de la possibilité qu'il puisse les brancher à l'avenir. Mais ces arrangements, apparemment décontractés, sont devenus plus sérieux, car les procureurs affirment que Diddy utilise son influence au sein de la prison pour éventuellement nuire à son affaire. Selon des documents judiciaires, Diddy a utilisé les comptes téléphoniques d'autres détenus pour passer des appels dont il espère qu'ils ne seront pas surveillés.
Les procureurs affirment qu'il a utilisé au moins 8 comptes d'autres détenus pour passer des appels à 3 non autorisés et envoyer des centaines de textos, dont certains à des personnes qu'il n'est pas censé contacter. Plus grave encore, les procureurs affirment que Didi orchestre des campagnes sur les médias sociaux qui, selon ses propres termes, visent à influencer le jury, s'efforce de faire fuir publiquement des documents qu'il considère comme utiles à l'affaire et contacte des témoins par l'intermédiaire de tierces parties. Ces allégations, si elles sont vraies, suggèrent que Didi tente activement d'influencer l'issue de son procès alors qu'il est en prison. Le docteur Hendricks s'est demandé pourquoi Didi essayait ces tactiques alors qu'elles ne fonctionneront probablement pas. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, de nouveaux éléments sont apparus qui pourraient bouleverser l'affaire. L'un des principaux développements concerne un témoin nommé Courtney Burgess, qui a récemment témoigné devant un grand jury fédéral. Burgess affirme qu'il possédait des clés USB contenant des vidéos des pétages de plomb et des fêtes de Didi, ainsi que le manuscrit d'un prétendu mémoire de Kim Porter, l'ex de Didi et la baby mama de 4 de ses enfants. Selon Burgess, les clés USB contenaient 8 vidéos montrant 8 célébrités lors de soirées ou de fêtes organisées par Didi, 6 étant des hommes et 2 des femmes. Interrogé sur le contenu de ces vidéos, Burgess a affirmé que les 8 personnes avaient de l'air de se droguer ou d'être ivres, et que 2 ou 3 d'entre elles avaient l'air d'être mineures. Burgess a également suggéré que les vidéos ont été enregistrées en bas, avec des caméras cachées dans des endroits privés comme les salles de bain. Ce témoignage, s'il est vérifié, pourrait fournir des preuves sérieuses pour étayer les affirmations de l'accusation concernant l'activité et l'exploitation sexuelle alimentée par la drogue. Il soulève également des questions importantes sur le consentement, qui est le principal problème dans cette affaire. Si des personnes sont enregistrées à leur insu, en particulier dans des espaces privés, et alors qu'elles sont sous l'emprise de la drogue, l'argument de la défense selon lequel tout était consensuel en prend un coup. Le manuscrit qui, selon M. Burgess, se trouvait sur les clés USB est également intéressant. Selon lui, il s'agirait d'un document de 54 pages rédigé par une femme qui aurait repris les journaux intimes de Kim Porter pour en faire un livre. Le manuscrit commencerait par la déclaration suivante. Kim m'a fait promettre que si quelque chose lui arrivait, je ferais en sorte que ce livre soit rendu public. À la façon dont Sean bougeait, j'ai su que c'était une promesse que je devrais tenir. Kim savait que j'étais une femme de parole et que ce livre allait être imprimé. Il convient de noter que les enfants de Porter ont déclaré que ce manuscrit était faux. De plus, la façon dont ces clés USB ont changé de main et qui les avait à quel moment soulève des questions quant à la fiabilité de cette preuve. Burgess affirme avoir obtenu les clés USB d'un homme qui sortait avec Kim Porter, quelques heures seulement après avoir parlé brièvement à cette dernière. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de Didi aujourd'hui, Burgess n'a pas hésité à dire que Didi était passé de l'ambition à faire n'importe quoi, à ne se soucier de personne qu'il pouvait battre, et qu'il avait finalement fini par se tourner vers Lucifer aujourd'hui. Cette haine nous amène à nous interroger sur les motivations de Burgess et à nous demander si son témoignage n'est pas biaisé. Au fur et à mesure que ces nouvelles preuves sont apparues, l'équipe de défense de Didi a remis en question leur admissibilité et leur légitimité. Ils ont affirmé que les images de surveillance montrant Didi en train d'agresser Cassie Ventura avaient été falsifiées, qu'elles avaient été accélérées, qu'elles n'avaient pas été filmées dans l'ordre et qu'elles n'avaient pas été horodatées. Cependant, CNN a nié avoir modifié la vidéo. Le 12 février 2025, l'équipe de Didi a intenté une action en justice contre NBC Universal et Ample Entertainment, affirmant que le documentaire Didi, The Making of a Bad Boy, contenait de fausses informations, notamment des vidéos d'agression et de meurtre. Cela suggère qu'ils essaient de lutter contre toutes les histoires négatives sur Didi dans les médias. La défense laisse également entrevoir une stratégie axée sur les choix de vie de Didi. Marc Anifilo, l'un des avocats de Didi, a suggéré que ce dernier avait un style de vie échangiste, ce qui implique que les rencontres sexuelles étaient consensuelles. Cette approche tente de faire passer l'histoire de l'exploitation à celle d'adultes qui étaient tout à fait conscients de ce qui se passait. En outre, l'avocat bien connu Joe Tacopina, qui a décidé de ne pas représenter Didi en raison de conflits d'horaires, a déclaré publiquement qu'il pensait que l'affaire contre Didi était très défendable et qu'il s'agissait d'une question de consentement. Tacopina a remis en question les accusations, estimant que le recours à la loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, pourrait être exagéré. Tous ces développements ont préparé le terrain pour un procès qui s'annonce houleux et passionné. À l'approche des déclarations d'ouverture, les deux parties affinent leur stratégie en fonction des preuves dont elles disposent et des défis auxquels elles sont confrontées. L'effondrement de la salle d'audience et ce que cela signifie. Alors que le procès en est à ses débuts, la tension monte dans la salle d'audience. La pression est évidente non seulement dans les démarches juridiques, mais aussi dans le comportement de Didi lui-même.
Tout au long de la sélection du jury, les gens ont remarqué des moments où Didi semble vulnérable, ce qui est un grand changement par rapport à l'image confiante et plus grande que nature qu'il a toujours présentée au monde. L'un de ces moments s'est produit lorsque Didi a demandé à aller aux toilettes, disant au juge Arun Subramanian qu'il était un peu nerveux. Ce petit aveu nous donne un aperçu de la pression mentale que subit Didi alors qu'il fait face à ces graves allégations et à la possibilité de passer le reste de sa vie enfermé s'il est reconnu coupable. Le processus de sélection du jury a été complexe, mais il est presque terminé, le nombre de jurés potentiels ayant été ramené de plus de 600 à un nombre beaucoup plus restreint. Le juge Arun Subramanian, qui n'a que 45 ans, a été félicité pour la manière dont il a géré cette affaire très médiatisée. Il a gardé le contrôle de la procédure et a veillé à ce qu'elle se déroule selon le calendrier prévu, ce qui n'est pas facile compte tenu de la complexité de l'affaire et de toute l'attention médiatique dont elle fait l'objet. L'accusation, quant à elle, est confrontée à un problème majeur. Elle ne parvient pas à retrouver l'un de ses témoins clés. Elle n'a pas réussi à localiser la victime 3, qui était censée être un témoin crucial dans son affaire. Cette situation amène les gens à s'interroger sur la solidité du dossier de l'accusation et à se demander si des facteurs extérieurs n'influencent pas la participation des témoins. Les experts juridiques ont souligné qu'une citation à comparaître n'est pas une plaisanterie. C'est la loi, et si vous ne vous présentez pas, vous pouvez être arrêté. Malgré cela, la mystérieuse victime 3 reste introuvable, ce qui crée un véritable casse-tête pour les procureurs qui ont passé des heures folles à préparer ce témoin. Le fait que ce témoin soit porté disparu pourrait avoir de graves conséquences sur le dossier de l'accusation. Comme l'ont expliqué les analystes juridiques, le fait d'avoir une victime de moins rend plus difficile l'établissement du modèle de comportement qui est au cœur des accusations de racket et de trafic sexuel. Les gens spéculent sur toutes sortes de raisons pour lesquelles ce témoin s'est défilé, de la peur et de l'intimidation à l'obtention d'un sac ou au simple désir de passer à autre chose sans le traumatisme d'un procès public. Bien qu'il n'y ait aucune preuve suggérant une falsification de témoin, la situation a certainement fait froncer les sourcils, étant donné les sérieuses allégations contre Didi. Quelle que soit la raison pour laquelle ce témoin se dérobe, l'accusation devra se contenter des preuves et des témoins dont elle dispose encore. Le juge Subramanian a clairement indiqué que le procès se poursuivrait comme prévu, avec ou sans ce témoin. Quant à Didi lui-même, ce qu'il fait en prison est devenu un sujet brûlant, tant pour l'accusation que pour le public. Des rapports suggèrent qu'il a utilisé son influence au sein du système pénitentiaire pour potentiellement perturber l'affaire. Les procureurs affirment qu'il utilise les comptes téléphoniques d'autres détenus pour passer des appels non autorisés et qu'il orchestre des campagnes sur les réseaux sociaux visant à influencer l'opinion publique et éventuellement les jurés. Ces allégations sont d'autant plus préoccupantes que les enjeux de ce procès sont considérables. Si Didi est reconnu coupable de trafic sexuel et de racket, il risque une peine de prison à vie avec un minimum obligatoire de 15 ans pour le seul trafic sexuel. C'est peut-être pour cette raison qu'il essaie d'exercer toute l'influence qu'il a sur l'issue de l'affaire. L'équipe de défense de Didi s'est efforcée de contester les preuves retenues contre lui et de présenter d'autres récits. Ils ont affirmé que les images de surveillance montrant Didi en train d'agresser Cassie Ventura avaient été manipulées, bien que CNN ait nié avoir fait des montages sur les images. Ils ont également suggéré que les relations sexuelles de Didi étaient consensuelles, les présentant comme faisant partie d'un style de vie échangiste plutôt que comme de l'exploitation. L'avocat Joe Tacopina, qui a renoncé à représenter Didi en raison de conflits d'horaires, a déclaré publiquement qu'il pensait que l'affaire portait sur le consentement. Monsieur Tacopina s'est également interrogé sur les raisons pour lesquelles des charges RICO ont été retenues dans cette affaire, suggérant que les procureurs pourraient être en train d'atteindre leur but. La défense a également souligné que les personnes qui témoignent contre Didi pourraient être motivées par l'argent. Avec toutes ces poursuites civiles visant à obtenir des sacs importants, on peut penser que certains accusateurs pourraient être motivés par le fait d'être payés. Malgré ces efforts de défense, les preuves contre Didi semblent assez lourdes. L'acte d'accusation fédérale fait état d'un modèle de comportement de 2008 à aujourd'hui, impliquant le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice. De nombreux accusateurs se sont manifestés pour raconter des histoires similaires, suggérant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire ponctuelle, mais d'un schéma cohérent. La vidéo de surveillance montrant Didi en train de battre Cassie Ventura constitue une preuve visuelle réelle d'un comportement violent que le juge a déclaré pouvoir être utilisé au tribunal malgré les objections de la défense. Les objets saisis lors des perquisitions dans les propriétés de Didi, notamment des drogues et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant, pourraient étayer les allégations d'activités sexuelles alimentées par la drogue. Il est important de se rappeler que, malgré toutes les graves allégations et les preuves qui ont été rendues publiques,
Didi est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée devant un tribunal. Le procès a pour but de confronter les arguments de l'accusation aux normes strictes de la justice pénale, et ce n'est qu'à l'issue de ce processus qu'une décision de culpabilité ou d'innocence peut être prise en toute légitimité. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des cartes de votre écran pour en savoir plus.